Acte 4. Partie 3. De l'identité. Section 1. De l'éthique. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous, hommes de la connaissance, et nous sommes, nous-mêmes, inconnus à nous-mêmes. Voici comment Nietzsche commença sa généalogie de la morale. Parmi toutes les idées que peut formuler l'esprit, il en est peu d'aussi fragiles que celle de l'identité. Pourtant, quand cet esprit réfléchit à son propos, il réalise combien toute la valeur de son existence tient dans cette chose si fragile qu'un souffle suffit à effondrer. L'homme est capable de créer des engins géniaux. Il est capable d'aller sur d'autres planètes, de se poser sur des comètes allant à des centaines de kilomètres secondes. Il est capable d'aller plus loin que n'importe quel animal, et pourtant, malgré toutes ses inventions, malgré toute son histoire, et aussi loin qu'a pu le porter son génie, il demeure incapable de répondre à cette simple question « Qui suis-je » Malgré la simplicité de cette question, l'homme a toutes les peines du monde à en donner une réponse. On ne peut que trouver étrange la manière qu'il a de le faire. Nous le voyons définir ce qu'il est par sa couleur de peau, par sa profession, ses compétences, ses avis politiques, ses opinions sur différents sujets, sa nationalité, ses passions, ses objets de désir et de plaisir, par sa communauté, par sa famille, par ses infirmités, ses défauts, ses qualités, et même jusqu'à son orientation sexuelle. Mais tout cela échoue à répondre à cette question pourtant simple, qui suis-je ? Dépourvu de tout jusqu'à la connaissance de lui, l'homme demeure perdu dans sa vie et ne sait pas même quoi penser. On le voit alors multiplier les retraites méditatives, les idéologies diverses ainsi que les objets qui lui donnent à lui-même l'idée de ce qu'il est. On le voit devenir ermite des montagnes et marchand de briques et de brocs. On le voit enchaîner les voyages à l'étranger, motivé par l'espoir qu'il a de se trouver lui-même dans ce qui est autre. Et on le voit revenir, empli d'une sagesse vaine à Saint-Francisou qui ne lui sert de rien sinon à briller dans les banquets et dans les assemblées. Finalement, l'homme ne sait même pas qui il est, si bien que, ignorant de tout, des autres comme de lui, il ne peut que sombrer au sein d'une existence qu'il sait bien être la sienne, mais qui, toujours, lui restera comme étrangère. La notion d'identité est l'une des plus complexes de toute la philosophie, et, bien qu'elle paraisse tout à fait évidente, les sujets ont toutes les peines du monde à la définir précisément. C'est pourquoi beaucoup d'individus s'immiscent dans cette faille et se servent de cette faiblesse pour démontrer que l'identité n'est qu'un mythe. Il est vrai que, tant que cette notion ne sera pas définie clairement, dire « je suis » aura toujours quelque chose de faux ou de dénué de sens. Ne pas comprendre cette notion, c'est donc être dans l'incapacité de dire « je suis ». Plus qu'une simple désignation ou qu'une simple définition, une identité est ce qu'il y a de plus intime chez un sujet. Connaître son identité, c'est savoir qui l'on est, c'est connaître sa place et son rôle dans le grand théâtre de l'existence. Celui qui ignorerait qui il est ne pourrait qu'être perdu. Toute la fonction de cette partie consistera donc à explorer cette identité dont on parle toujours, qui est absolument nécessaire à la pratique de la vie et dont on ignore encore trop le sens. Le spectateur pourra penser que nous nous perdons en confusion. Il est vrai que nous prendrons des chemins détournés, mais qu'il se rassure, tous ces chemins se rejoindront dans la vérité. Proposition 1. L'éthique n'est pas un objet. Il n'y a rien dans le monde qui puisse être appelé éthique, à titre d'objet, ce qui revient à dire que le monde n'a en lui aucune éthique objective. En d'autres termes, ce n'est pas en observant simplement le monde que l'on pourra trouver l'éthique. 2. Le monde est éthiquement vierge. En tant qu'il n'existe pas d'éthique objective, nous disons que le monde est éthiquement vierge, non pas en tant que l'éthique existerait sur un autre plan d'existence, mais dans ce sens qu'il n'y a rien dans le monde qui donne au sujet la prescription du bon chemin à suivre. Tant et si bien qu'il doit tracer lui-même son chemin en demeurant perdu dans la multitude des possibles qu'offre son existence et dont il ignore lesquels sont véritablement meilleurs. De même, il n'y a rien dans le sujet qui exprime une notion morale. Ce qu'il est de nature n'est que l'expression des conditions naturelles, d'une anatomie, d'une psychologie, de besoins vitaux, en bref, de conditions physiques, mais rien qui soit quelque chose de moral ni d'éthique qui lui dise quoi faire ou lui indique un chemin à suivre. Plus précisément, les conditions naturelles sont éthiquement vierges, non pas en tant qu'elles sont absurdes, mais en tant qu'elles ne suffisent pas à elles seules à déterminer une éthique. Si une éthique se déduit des lois du monde, elle se limite entièrement aux moyens de conserver son être. De même, le bien et le mal ne se définissent dans la nature que par le degré, chez un sujet, de puissance ou d'impuissance, c'est-à-dire par ce qui augmente les possibilités d'un sujet, qui augmente donc sa capacité à conserver son être, ainsi que par ce qui diminue les possibles de ce même sujet, et qui diminue donc sa capacité à conserver ce même être. C'est en effet la seule éthique qu'impose le monde à ses sujets, survivre ou mourir. En cela, la nature de l'homme est un néant. Non pas un néant physique, mais un néant éthique. Et sa réalisation, sa dignité,
ne se fait que dans la projection dans autre chose qui lui fait aspirer à quelque chose de plus grand que lui. Même Pascal, qui considérait l'esprit comme incapable de connaître, conclut l'examen de la faiblesse humaine et son incapacité à savoir sur ces mots. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Citation. L'homme ne dépasse ce que la nature a fait de lui, et il ne se hausse à l'humanité que par l'usage de la raison. Schiller, Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme, lettre 3. Remarque. L'éthique est toujours en porte-à-faux. Elle ne repose sur rien. C'est pourquoi elle est toujours fragile et manque de s'effondrer à la moindre intempérie. L'homme cherche à fonder l'éthique sur quelque chose de solide, afin de la rendre aussi stricte et formelle qu'un livre de loi. Mais aussi loin qu'il a pu chercher, il n'a pas réussi à trouver ce socle immuable sur lequel fonder sa dignité. L'une de ses erreurs fondamentales est de croire pouvoir déduire une loi éthique de l'ordre du monde. Il cherche à fonder la légitimité de ses actions sur la nature et son ambition est de formuler une éthique qui soit comme le reflet de l'ordre du monde. Les ordres de métaéthique se fracassent l'esprit sur ce mur. Ils ne parviennent pas à admettre que la nature est amorale, qu'elle ne prescrit aucune éthique et que celle-ci ne pourra jamais se déduire de la simple observation du monde. 3. L'éthique est la réflexion d'un sujet sur ses modalités d'existence. En tant qu'une modalité est un possible d'une même essence, un sujet possède une multitude de modalités, c'est-à-dire de manières d'être, qui sont des possibles qui s'offrent à lui. Comme ces manières d'être lui sont possibles, elles ne lui sont pas nécessaires. Et comme l'expression d'une modalité implique toujours l'exclusion d'une autre, un sujet ne peut pas réaliser tous les possibles de son essence. L'éthique consiste donc dans la réflexion d'un sujet sur quelle manière d'être réalisée plutôt qu'une autre. D'une manière très imagée, le monde est l'échiquier qui contient toutes les parties possibles. L'éthique est l'une des parties possibles faites par un sujet en vue d'un certain but. Autrement dit, en tant qu'une modalité est un possible d'une même essence, un sujet a en lui le pire comme le meilleur. Si les possibles de son essence s'imposent à lui par les phénomènes qui l'affectent, son éthique lui permet de s'orienter dans ces possibles afin de réaliser ce qu'il souhaite. Dit encore autrement, l'éthique consiste en un choix d'un sujet pour une certaine attitude, en une méthode à adopter afin de parvenir au mieux au but qu'il s'est fixé. C'est pourquoi l'éthique est la réflexion d'un sujet sur ce qu'il veut devenir, sur les modalités de lui-même qu'il va réaliser, sur les possibles de sa nature propre qu'il va choisir. En clair, la nature donne un potentiel, mais c'est l'éthique qui permet de l'exploiter. En outre, en tant que la théorie détermine la pratique, toute idéologie s'accompagne nécessairement d'une pratique. Nous pouvons donc dire que l'éthique est l'idéologie mise en pratique. 4. Ce qui est éthique est nécessairement moral. Morale et éthique ne sont pas la même chose, cela est juste, mais les deux notions sont si intimement liées qu'il est difficile de dissocier complètement l'une de l'autre. L'une appelle nécessairement l'autre, et aucune ne peut se faire sans l'autre. Une éthique se détermine sur la morale, et une morale porte toujours une éthique. Si le spectateur en doute, qu'il pense seulement à cela. Une morale porte toujours une éthique, car si nous disons que cela est bon, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous incitons les autres à le faire. Ensuite, une éthique se détermine toujours sur une morale, car c'est parce qu'un sujet pense que cela est bon qu'il le fait. Comment un sujet pourrait choisir d'ériger en système de principe une conduite qui ne serait bonne en rien? Ce serait comme si nous disions que ceci est bien, mais qu'il ne faut le faire en aucune façon. Ou comme si nous disions que ceci doit être notre conduite, mais qu'elle n'est bonne en aucune manière. Nous comprenons que cela peut avoir un sens dans certaines situations, mais il s'agit là d'une façon de parler. Il est clair que, si nous disons qu'il faut faire quelque chose, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous la croyons bonne. Et si nous disons que ceci est bien, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous invitons les autres à le faire. De plus, admettons que l'on réduise l'éthique à ce qui se rapporte aux manières d'être. Bien qu'on admette aisément que qualité et valeur ne sont pas la même chose, dans la pratique, il est extrêmement difficile d'exprimer une qualité chez un individu indépendamment de tout jugement de valeur. Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, quand un individu est d'une certaine façon, quand il exprime une qualité, cette qualité porte toujours en elle une certaine fonction normative qui incline ou non à l'avoir également. En outre, comme ce qui est éthique est nécessairement moral, dire que le monde est éthiquement vierge, c'est dire que le monde est profondément amoral. Ainsi, l'idée même de neutralité axiologique est absurde. Il ne peut y avoir de retrait de toute notion morale dans l'élaboration d'un système éthique, et il ne peut y avoir d'éthique dénuée de toute idée du bien. 5. Un sujet a la nécessité pratique de l'éthique. En tant que le sujet est contraint à l'activité, qu'il est contraint à la réflexion de ce qu'il fait, et que la théorie détermine la pratique, un sujet a la nécessité pratique de l'éthique, ce qui revient à dire qu'il en a le besoin. Autrement dit, puisque le sujet doit nécessairement faire, il doit nécessairement penser les actions de ce qu'il fait. Comme il doit faire,
il lui faut nécessairement penser comment bien faire. Or, cela, c'est l'éthique. Dit encore autrement, le questionnement de l'éthique s'impose nécessairement au sujet. Le sujet ne peut se passer d'une réflexion éthique. Il ne peut vivre, pour ainsi dire, à l'ombre de l'éthique, car l'exercice de sa vie lui impose nécessairement la réflexion à son propos. Et c'est pourquoi les questions éthiques sont les plus importantes à l'exercice de la vie. Bien qu'un sujet ait bien d'autres soucis pratiques, jamais aucun sujet ne pourra jamais bien vivre sans avoir la foi dans des réponses à quelques-unes de ces questions. En outre, en tant que le sujet a nécessairement de l'existence, premièrement, des idées inadéquates, et que, aussi longtemps qu'une vision sera inadéquate, toute prétention à la vérité consistera en un pari, le sujet est contraint au postulat de certaines hypothèses qui demeurent indémontrées et qui sont nécessaires à la pratique de sa vie. Ce n'est que par la suite que l'on pourra les avérer ou non. Cela est vu. Ainsi, toute l'éthique d'un sujet repose sur un ensemble d'hypothèses indémontrées qui lui permettent de déterminer sa conduite dans un monde où il cherche à vivre et dont la certitude ne consiste que dans le pari qu'il en fait. 6. La vérité ne détermine pas l'éthique. En tant que, pour n'importe quelle suite, il est possible de formuler une logique qui en donne la raison, qu'il est logiquement possible d'avoir n'importe quelle représentation, et qu'il existe une multitude d'idées logiquement équivalentes, il est clair que, si un sujet cherche à déterminer sa manière d'être sur ce qui est logique et rationnel, il ne parviendra jamais à choisir un chemin plutôt qu'un autre. En un mot, tout comme chez Kant, la raison ne suffit pas à déterminer l'action, ici, la vérité est impropre à déterminer une éthique. Par cela, nous ne voulons pas dire que l'éthique serait quelque chose de métaphysique et qu'elle se trouverait toujours au-delà de l'ordre du monde. Comme toute chose, l'éthique s'incarne au travers de la vérité. Mais nous disons que cette vérité ne suffit pas à déterminer l'éthique, car celle-ci s'exprime toujours au travers d'hypothèses. D'une manière très imagée, l'éthique est au monde ce que la partie est au jeu. Savoir jouer, ce n'est pas seulement connaître les règles, mais également savoir les exploiter pour gagner. Autrement dit, savoir jouer, ce n'est pas connaître le jeu dans sa totalité, c'est savoir en faire un bon usage. Or, bien qu'il s'exprime au travers du jeu, ce bon usage n'est jamais déterminé par la connaissance des règles fondamentales du jeu, ni par celle des différents coups possibles. Du moins, pas entièrement. Autrement dit, quand nous disons savoir jouer au jeu, nous comprenons que cela n'a pas la même signification que savoir les règles du jeu. De même, nous comprenons intuitivement que savoir la vérité n'a pas le même sens que savoir bien agir. Savoir tous les coups d'une partie d'échecs ne dit rien sur la bonne manière d'y jouer, car parmi la totalité des coups possibles, il n'existe qu'une infime partie qui permet d'aboutir à un échec et mat. Ainsi, un individu ayant la connaissance complète de ce jeu sans savoir comment y jouer pourrait mouvoir les pièces indéfiniment sans jamais atteindre un échec et mat. Dit encore autrement, la vérité scientifique se trouve pour ainsi dire sous nos pieds, tout autour de nous, tandis que la vérité éthique ne se trouve qu'en bout de course. Quand le sujet aura atteint un tel degré d'évolution qu'il ne pourra plus que regarder derrière lui, alors il saura quelles auront été les éthiques véridiques. Mais sans cette ultime arrivée, il est impossible de déterminer la vérité de deux éthiques logiquement équivalentes. Ainsi, jamais la science ne pourra déterminer le chemin à suivre. Elle ne peut que donner la connaissance de ce qui est afin d'éclairer un choix. Et bien qu'elle puisse en effet incliner le sujet à prendre une certaine direction, jamais la science ne saura détruire cet espoir du sujet, c'est-à-dire son hypothèse. En clair, il y a ce qui est, ce que nous connaissons par la science, et ce qui peut être, ce que nous croyons par l'espoir, ou, ce qui revient au même, par la religion. En clair, une hypothèse, une éthique, un espoir, une religion, tout cela revient au même. Il s'agit d'une idée qu'un sujet postule pour, face à la multitude des possibles qu'offre son existence, choisir d'en réaliser certains plutôt que d'autres. En conséquence, la religion ne s'oppose pas à la science, mais la complète. Toutes deux sont contraintes de coexister côte à côte et à se porter mutuelle assistance pour que chacune puisse continuer d'exister. Si, par un zèle quelconque, l'une cherche à détruire l'autre, celle-là se détruira avec elle, immanquablement. 7. Le besoin éthique d'un sujet cherche à aller plus loin que ce qui est. En tant que la vérité ne détermine pas l'éthique, quand un sujet cherche à déterminer ce qui est moral à partir de ce qui existe, il se pose nécessairement la question de savoir si c'est le monde dans lequel il veut véritablement vivre. Le fait que la question se pose prouve qu'on ne peut réduire entièrement la morale à ce qui existe, car le sujet ne cherche pas à être simplement le reflet du monde, il cherche à aller plus loin que ce qui existe simplement. Autrement dit, c'est grâce à l'éthique qu'un sujet peut dépasser la fonction de sa nature propre pour se déterminer une direction. Le sujet peut, dès lors, développer une dignité et une valeur autre que celle de sa fonction naturelle, qui ne vise rien, sinon à maintenir une vie qui lui restera toujours étrangère,
et dont il ignore où l'emporte son inertie. Aussi, par l'éthique, un sujet peut se représenter autre chose que ce qui est. Il ne se complaît pas dans l'effectivité simple de l'existence, mais aspire à quelque chose d'autre. Dit autrement, une proposition éthique est toujours intentionnelle. Elle tend vers quelque chose qu'elle cherche à réaliser. Dit encore autrement, l'éthique dépasse l'effectivité du monde et le simple fait d'exister pour se déterminer dans un possible particulier. Elle n'est plus simplement un descriptif de ce qui est, mais elle est une réflexion sur ce qui pourrait être ou sur ce qui doit être. Citation. La nature ne procède pas à l'égard de l'homme mieux qu'envers ses autres créations. Elle commence par agir à sa place, là où il ne peut encore se comporter en être intelligent et libre. Mais ce qui élève l'homme à l'humanité, c'est précisément de ne pas s'en tenir à ce que la seule nature a fait de lui. Il possède la faculté de revenir sur ses pas. Il possède la faculté de revenir sur ses pas pour parcourir à nouveau, à la lumière de la raison, le chemin par où la nature l'a une première fois fait passer. Il a le pouvoir de transformer l'œuvre de la nécessité en une œuvre de son libre choix et de hausser la nécessité physique à la dignité de nécessité morale. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, lettre 3. 8. En éthique, la vérité est ineffective. En tant que la vérité ne détermine pas l'éthique, en éthique, la vérité est ineffective. Comme nous l'avons dit, lorsque nous parlons d'éthique, nous comprenons que vérité et fausseté n'ont plus le même sens. Dire qu'une éthique est vraie, c'est là faire un usage étrange du mot qui appelle immédiatement au doute et à la méfiance. Cette dernière proposition pourra paraître étrange à certains spectateurs. Ce que nous voulons dire par elle est que l'on ne peut pas dire « votre éthique est fausse » au même titre que l'on peut dire « votre proposition est fausse ». Par exemple, nous ne pouvons pas dire que « je crois en Dieu » est faux au même titre que les 2 + 2 = 5. Quand nous disons d'une éthique qu'elle est fausse, nous disons qu'elle se trompe sur ce qui est bien. Mais dans ce cas, nous faisons un abus de langage. Nous ne disons pas ce qui est vrai, mais ce qui est moral. Dit autrement, en tant qu'une modalité est impossible d'une même essence, un sujet possède différentes manières d'être. Dire d'une manière qu'elle est plus vraie qu'une autre est strictement faux. Ainsi, dire d'une manière qu'elle est plus vraie qu'une autre est strictement faux. D'une manière très imagée, aucune partie d'échec n'est plus vraie qu'une autre. Cela n'a donc pas de sens de parler de vérité en éthique ou, à tout le moins, il faut admettre qu'éthique et science n'ont pas les mêmes valeurs de vérité. Une éthique ne peut donc être dite vraie ou fausse, mais se juge sur les principes qu'elle défend et les résultats qu'elle engendre. Autrement dit, il n'y a pas d'éthique strictement fausse. Il n'y a que des éthiques qui s'accordent ou non avec notre idée du bien. 9. La connaissance de la vérité détermine la bonne éthique. Nous touchons ici à un point très délicat. Cette dernière proposition pourra sans doute paraître contradictoire avec tout ce qui précède. Nous tâcherons de persuader le spectateur qu'il n'en est rien. Nous avons dit en effet que l'éthique ne peut se déduire de l'observation seule du monde. Nous nuancerons cela en disant que la vie impose bien au sujet une certaine manière d'être à adopter s'il veut survivre. Il y a donc bien une certaine éthique naturelle, mais celle-ci ne consiste que dans un souci pratique de la survie du sujet. Elle n'a donc rien à voir avec ce que nous comprenons par ce mot d'éthique. Elle ne contient en rien cette prétention à la morale qui est nécessaire dans toute éthique. Il s'agit simplement de survie, et non de la bonne vie. De plus, certes, la connaissance de tous les coups possibles n'implique pas de savoir bien jouer. Cependant, il serait pour le moins curieux qu'un individu ayant la connaissance complète de tous les coups possibles puisse mal jouer. Bien jouer n'est pas une nécessité de la connaissance du jeu, mais connaître et pouvoir sont deux notions tellement liées qu'il serait curieux, pour ne pas dire absurde, que l'on puisse avoir l'une sans avoir l'autre. Cela ne pourrait être le cas que si l'individu ferait exprès de mal jouer. Autrement dit, l'homme est un être rationnel qui cherche à comprendre le monde afin de pouvoir y agir au mieux. Il serait absurde qu'un individu puisse avoir la connaissance adéquate du monde tout en choisissant délibérément de mal agir. En un mot, un sujet n'agit mal que par ignorance. Il est impensable qu'un sujet véritablement savant puisse délibérément mal agir. Néanmoins, en tant que savoir, c'est pouvoir, le savoir implique le savoir comment. C'est pourquoi la connaissance, quand elle est véritable, s'accompagne toujours d'une éthique. Ainsi, si un joueur d'échecs connaîtrait tous les coups possibles des échecs sans savoir comment gagner, nous dirions qu'il ne connaîtrait pas encore le jeu. De plus, comme la théorie détermine la pratique, et qu'une idée inadéquate cause un acte inadéquat, il s'ensuit forcément qu'un sujet ayant la connaissance adéquate de la vérité ne pourra que produire des actes inadéquats. Il nous faut revenir sur cette notion d'acte adéquat qui pourrait peut-être semer la confusion chez le spectateur. Comme nous l'avons dit, il est strictement faux de dire qu'une action est fausse. Il semble que la vérité et l'action n'ont pas les mêmes valeurs de vérité.
Ce que nous voulons dire par là est que celui qui possède la connaissance adéquate sait comment agir au mieux à la réalisation de son but. C'est cela que nous nommons acte adéquat. Nous ne pouvons donc parler d'éthique fausse que dans le sens où celle-ci se fonderait sur des idées inadéquates qui ne pourraient, dès lors, qu'impliquer des actes inadéquats. Autrement dit, l'éthique fondée sur la vérité est la vraie éthique. Nous disons donc que l'éthique fondée sur la vérité, ou tout du moins sur l'effort de connaissance de la vérité, est l'éthique véritablement bonne. Et de même qu'une modalité a plus de réalité qu'une autre à mesure qu'elle est plus générale, c'est-à-dire quand elle a plus de perfection, de même, nous disons qu'une éthique est plus vraie qu'une autre quand elle est plus proche de la connaissance de la vérité. En outre, réfléchir sur les possibilités d'accès à la vérité, c'est nécessairement réfléchir à l'attitude à avoir pour y accéder. Et c'est implicitement connaître la nécessité de réformer son attitude pour se disposer à recevoir cette vérité. Autrement dit, la recherche de la vérité implique une certaine éthique. Cette éthique ne passe aucunement par le chemin le plus simple. Elle n'est pas purement pratique, mais témoigne d'une prétention à la vérité et à la morale constitutive de toute éthique. Nous comprenons bien qu'un être grossier, vulgaire, méchant, mauvais, menteur et tricheur, même s'il est savant, n'effleurera jamais l'orée du sentier de la vérité. Il y sera toujours purement étranger. Aussi, cette éthique n'est pas déduite de la vérité, mais elle est bien le produit de cette aspiration à la vérité par un sujet qui, par conséquent, se détermine une éthique. Le sujet ne découvre pas cette vérité par simple observation du monde, mais se détermine lui-même vers un but. Cette éthique vraie n'est donc pas un simple reflet de l'ordre du monde, mais bien une idée du sujet qui adopte une certaine manière d'être en vue d'un certain but qu'il se fixe à lui-même. En allant encore plus loin, nous disons que la connaissance de la vérité détermine également la morale, non pas en tant que ce qui est vrai est nécessairement moral, mais en tant qu'une éthique ne peut être morale si elle n'est pas fondée sur ce qui est vrai. Bien que cela ne puisse pas être évident, on comprend intuitivement qu'une éthique qui ne serait vraie en rien ne pourrait être morale. Ce serait là ou l'œuvre d'un fou ou celle d'un sociopathe. Fin de la section